Madame, monsieur, bonjour. Vous connaissez le rendez-vous Dimanche en politique tous les dimanches à 11h30 sur France 3 Auvergne. DEP Auvergne si vous voulez réagir, si vous êtes geek, moderne. On va parler d'une primaire dont on parle assez peu, il faut le dire, dans les médias en ce moment. Non pas la primaire de droite, non pas la primaire des socialistes, mais la primaire des écolos. On va se demander si le renouveau sera écolo à l'occasion de la prochaine présidentielle, entre autres. Avec mon invité qui me rejoint cette semaine, qui, vous allez le voir, et qui me rejoint, qui n'hésite pas, voilà, le voilà. Il est notamment adjoint au maire de Clermont-Ferrand, Nicolas Bonnet, bienvenue. Vous êtes également secrétaire régional des Verts, adjoint au maire de Clermont-Ferrand à l'environnement. Vous me dites si je me trompe. Vous êtes un militant, on va en parler. Et vous êtes également au bureau national, comment on dit, à la Fédération nationale des Verts, c'est ça ? Non, je ne suis plus secrétaire régional des Verts. Je l'ai été pendant longtemps. J'ai pris des responsabilités nationales il y a quelques mois. Donc je suis président actuellement du Conseil fédéral national. Donc vous avez un rôle à Paris par rapport au Verts et ça va nous intéresser pour comprendre un peu la primaire et les enjeux. On va commencer, comme c'est la tradition de cette émission, par des images. Regardez cette première image, je vais rejoindre ma place. C'est juste un clin d'œil, mais nos amis techniciens nous ont fait la remarque, alors on s'est dit on va faire la photo. Ça, c'est ce avec quoi vous êtes venu là tout à l'heure. Oui, c'est votre vélo, hein ? C'est mon vélo. C'est mon premier invité qui vient en vélo. Donc Vert jusqu'au bout. Il y a un début à tout, bientôt il y en aura plus. C'est pas juste pour nous impressionner, c'est tout le temps comme ça. Non, toujours en vélo. Ok, ça fait plaisir. En tout cas, votre vélo est bien gardé. On fait très toujours en vélo quand c'est possible. N'exagérons rien. Alors voici donc un certain nombre d'images qui vont nous permettre de mieux vous connaître. Et celle-ci va peut-être surprendre. Ça, c'est vous. Oui, c'est moi, oui. Ça vous apprend souvent, c'est quoi ? C'est du chocolat ? Oui, c'était là pour symboliser du pétrole. C'était une époque où, avec le groupe local de Greenpeace, on menait une action pour dénoncer l'extraction de sable bitumineux, au Canada notamment, et les pollutions qui étaient afférentes. Et donc on était venu place de Jaude pour faire une action symbolique un samedi après-midi. On s'était enduit de faux pétrole, qui était bien sûr en vrai du chocolat. Vous avez 35 ans, je ne l'ai pas dit, mais militant depuis toujours en fait ? Non, depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Avant pas du tout. Avant intéressé par la politique, par les sujets écologiques, mais pas engagé. Et vous n'hésitez pas à vous investir au point de vous mettre en scène dans ce qu'on appelle maintenant des actions, comment on appelle ça, enfin quand vous allez comme ça, des happenings. Greenpeace appelle ça des activités. Ouais. Oui, c'est de la mise en scène pour sensibiliser le public, pour attirer l'attention sur les problèmes écologiques là en l'occurrence. Donc après, ça donne ce genre d'image. Alors depuis, il y a eu d'autres images, dont des images officielles, comme celle-ci par exemple. Alors là, vous êtes en soutien d'Eva Joly, qui était candidate à la présidentielle. Donc vous êtes là, hein, je le précise. Bon souvenir, ça n'a pas bien marché. Non, ça n'a pas bien marché, mais la campagne avait été très intéressante. Après, c'était un contexte. On sait bien que la présidentielle, ce n'est pas une élection facile pour les écologistes. N'empêche qu'on a quand même un message important à faire passer, y compris à cette occasion-là, puisque c'est une élection qui est très suivie. Donc voilà, on avait fait une campagne du mieux qu'on pouvait sur nos valeurs avec une candidate de qualité. Pourtant, si je vous dis que je me trompe, mais je crois que vous êtes assez fan de Nicolas Hulot, c'est faux ? Personnellement ? Ouais. Non ? Pas fan, non, mais j'apprécie le personnage, j'apprécie son évolution. Nicolas Hulot à l'époque. Non, les gens qui avaient voté pour la primaire avaient fait un choix. C'est pas Eva Joly qui l'avait éliminée. Ouais, enfin, elle avait débattu avec Nicolas Hulot, ça avait été chaud, on s'en souvient. Hein. Oui, ça avait et été c'est elle qui l'avait emporté. Donc elle était meilleure, a priori, dans le cœur des Verts. C'était votre cas, et pour vous, c'était la meilleure candidate de l'époque. Personnellement, j'avais voté pour Nicolas Hulot à l'époque. D'accord. Mais n'empêche, c'est pas pour autant que c'était pas une bonne candidate. On choisit elle a fait la combien, personne. je me souviens plus, mais c'était pas énorme. 2 et quelques, oui. 2 et quelques, voilà. Autre photo qui vous concerne, on vient à vous, puis on reviendra à la présidentielle tout à l'heure. Voilà, là maintenant vous êtes, alors on l'a pas en entier, c'est dommage, mais vous êtes derrière un grand pupitre, vous êtes adjoint au maire, chargé en particulier de l'environnement. Développement durable et eau assainissement. Avec un maire socialiste. Oui. Alors qu'au niveau national, on a l'impression que c'est plus trop le grand amour. Comment ça se passe avec Olivier Bianchi ? Ça se passe bien. Je pense qu'on est sur selon les différentes strates, donc là c'est la mairie, c'est pas le national. On fait vraiment la séparation. Ça peut se passer bien au niveau local et moins bien au gouvernement en fait. Oui, parce que là, c'est pas les mêmes politiques qui sont menées, c'est des sujets différents. Une mairie n'a pas à gérer les mêmes sujets que l'Assemblée nationale, par exemple. Donc, et si le projet partagé dont on a discuté et qu'on a acté ensemble au début du mandat est respecté, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On est sur une écologie de projet. Si les projets actés se font, on est dans l'équipe. Il n'y a jamais de dispute, par exemple, on sait qu'Olivier Bianchi aime beaucoup Manuel Valls, alors qu'on sait aussi que Manuel Valls énerve beaucoup les Verts. Donc là-dessus, vous ne vous disputez jamais ? Non, parce que ce n'est pas les sujets qu'on aborde, simplement. Les positions que chacun peut avoir envie de prendre vis-à-vis des politiques menées au niveau national, ce n'est pas les discussions qu'on a vraiment. On peut les avoir des fois en aparté, peut-être en buvant un verre, ça peut arriver, mais dans le cadre de la mairie, dans la plupart des temps municipaux qu'on a, on parle des sujets municipaux. J'avance parce qu'on a encore pas mal de photos et je ne vais pas perdre trop de temps. Maintenant, on l'a dit, vous êtes au bureau national. C'est qui, lui ?
C'est le secrétaire national des Verts, David Cormand. Personne ne le sait. En tout cas, on gagnerait à le savoir parce que c'est quelqu'un qui fait vraiment très bien le job. Moi, je le trouve depuis. Il a pris ça un petit peu par surprise, on va dire, suite à l'entrée au gouvernement d'Emmanuel Cos. Et il a très bien géré la période transitoire. Il a été renouvelé à ce poste suite au Congrès en juin. Et donc moi je trouve qu'il anime vraiment bien le mouvement depuis qu'il est Et on trouve votre vélo, au passage, je signale. Oui, alors c'était un cadre plus détendu, donc on remarque... C'est le cas de le dire, un cadre. Allez, vite fait, parce qu'on est un petit peu à la bourre, une dernière photo, parce que c'est important, ça fait partie de votre vie, je ne l'ai pas dit, mais vous avez été président, je ne sais pas si c'est sur le cas d'Atmo, puisqu'il y a eu fusion avec la région. Atmo, association qui mesure la qualité de l'air à Clermont-Ferrand notamment. Oui. Ces bornes-là, c'est une partie de votre vie, une passion pour la lutte contre la pollution ? Oui, enfin, un des gros centres d'intérêt, une passion, on peut dire ça. J'étais président d'Atmo Auvergne jusqu'à la fusion en fait, de la région Auvergne avec la région Rhône-Alpes, puisque là, les structures de mesure de la qualité de l'air ont fusionné aussi. Et désormais, ce n'est pas moi qui préside la structure fusionnée. Je reste néanmoins président du comité territorial de l'Auvergne, qui gère, avec la proximité, on va dire, les sujets auvergnats. Voilà, on vous connaît un petit peu mieux. On va s'intéresser à un autre sujet qui, je crois, vous tient à cœur aussi, c'est l'arrivée des migrants. Ça ne vous a pas échappé. 75 migrants sont arrivés dans un premier temps cette semaine, un peu plus ensuite. Des migrants qui sont répartis notamment à Clermont-Ferrand. Et ça a fait réagir sur les réseaux sociaux. Et chaque semaine, on s'intéresse à la manière dont nos téléspectateurs et internautes réagissent. On regarde ça avec Maxime Van Oudendik. En découvrant ce genre d'image, la toile s'est un peu emballée. Sur notre compte Facebook, les réactions se sont enchaînées. Un véritable florilège d'amour. Enfin presque. C'est l'incompréhension pour Marie-Christine et Jean-Claude. Les migrants sont surtout des hommes qui auraient pu défendre leur pays, alors ils se posent une question. Sirius affirme même que si la France était en guerre comme en Syrie, elle serait défendue par ses enfants. Fab est moins convaincu. Si vous aviez tout perdu, vous feriez la même chose, souligne-t-il. Guy et Martine rappellent d'ailleurs qu'Espagnols et Italiens se sont déjà retrouvés dans la même situation. Voilà, Pablo Picasso par exemple, c'était un migrant. Pour Christian, Jean-Louis, Roman et Catherine, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors quid des SDF, des retraités délaissés, des actifs qui dorment dans des voitures? Bref, le bateau coule de l'intérieur, n'en rajoutez plus. Il y a quand même quelques encouragements. Couleur caramiel, Pauline et Renaud soutiennent les migrants. Muguette conclut, souhaitons-leur un peu de répit et de bonheur. Je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. L'arrivée des migrants en Auvergne à Clermont-Ferrand, c'est une bonne nouvelle. Il y en a suffisamment pour en accueillir plus. Vous en pensez quoi? Pour l'instant, on a prévu d'accueillir, je crois, 1500 migrants ou réfugiés. Le terme migrant est peut-être un petit peu réducteur. En général, s'ils migrent, c'est pas pour rien, c'est pas pour le plaisir. Donc 1500 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur une région qui fait 8 millions d'habitants. Donc on voit bien que c'est quand même très peu finalement. Et je pense qu'on a... Pas, hein. Toutes les réactions, beaucoup de réactions, c'est de la crainte. Des fois, ça dérive vraiment, on l'a vu cette semaine sur notre site internet, au racisme, à des accusations infondées. Oui. Et comment vous expliquez ça? C'est compliqué. Il y a effectivement, il y a une montée du rejet de cette forme de solidarité en France. Il y a une forme de repli un peu sur soi-même qui se développe. C'est un peu lié, je pense, aussi à la montée du Front National, qui a tendance à attiser un petit peu ce genre de peur. La peur de plus être soi-même, la peur de perdre son identité. Si on regarde, la France a toujours été multiculturelle. Elle s'est formée progressivement par un brassage de différentes formes de culture, différentes ethnies. Et là, vraiment, je pense qu'on s'engage sur des chiffres vraiment modestes par rapport à ce que font d'autres pays. Et si un jour, on devait subir une guerre de l'ampleur de ce qui est en Syrie, par exemple, je pense qu'on serait bien content si des pays proposaient de nous accueillir. Parce que j'ai vu un commentaire un peu facile disant pourquoi ils ne prennent pas les armes. Je pense que si on compare aussi les guerres actuelles aux guerres qu'on a pu connaître en 39-45 ou en 14-18, le niveau d'armement n'a rien à voir. Et aujourd'hui, on ne peut pas prendre les armes comme ça. On se fait massacrer si on fait ça. On va revenir sur l'actu nationale dans un instant avec Jean-Yves Vif. Quelques questions sur les dossiers régionaux. J'aimerais par exemple vous parler voitures électriques. On a ensemble fait une émission, je me souviens, où on vantait le développement des bornes électriques dans l'Allier. Vous êtes adjoint à l'environnement à Clermont. Pourquoi il n'y a pas des bornes électriques partout? Vous travaillez mal? Non, mais le sujet des bornes électriques, c'est un sujet assez compliqué. Il va falloir le faire court pourtant. Oui, il va falloir faire court. Pour qu'une borne électrique puisse fonctionner,
il faut déjà que la voiture reste stationnée suffisamment longtemps. Il faut en plus que la place soit disponible à cet endroit-là, parce que quand elle arrive, elle ne va pas aller se garer ailleurs et ensuite revenir là pour se charger. Donc il faut vraiment réfléchir et pas mettre au hasard là où on met des bornes. Aujourd'hui, on envisage de mettre des bornes avant tout sur les parkings à place réservée, c'est-à-dire les parkings souterrains de la ville, où comme ça, une voiture électrique, elle sait si elle sait qu'elle aura une place, donc si elle ça a va se besoin développer pour se garer et pour se charger. Oui. à court terme? Oui, à court terme, dans les années qui viennent, d'ici la fin du mandat sur les parkings. On surveillera. Je sais que Laurent Wauquiez énerve beaucoup votre parti et les gens qui travaillent autour de vous. Là, la région vient de développer une aide à la ruralité. C'est-à-dire qu'on donne à des petites communes des moyens pour refaire des ronds-points, des choses comme ça. C'est plutôt bien, non, par exemple? Oui, c'est quelque chose qui trouve grâce à vos yeux dans les actions de Laurent Wauquiez. On peut avoir l'impression comme ça que c'est plutôt bien, sauf que ce qui a beaucoup changé depuis que Laurent Wauquiez est élu, c'est qu'au lieu d'être sur des financements de projets avec des critères bien établis, on est beaucoup plus sur du clientélisme. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun va venir, chaque commune, déjà c'est plus par communauté de communes ou par pays, qui permettait d'avoir une vision de territoire et d'avoir aussi moins de dossiers à traiter au niveau régional. Donc un traitement a priori plus efficace. Aujourd'hui, c'est chaque commune qui va aller présenter son petit dossier sans critères. Et selon les bonnes grâces, selon que Laurent Wauquiez aura ou un peu le fait du roi, selon qu'il aura envie ou pas de donner l'aide, il attribuera ou pas l'aide. Donc c'est la porte ouverte un petit peu à tout et n'importe quoi. Autre idée, il dit qu'il veut développer l'aide pour les gens qui recherchent du travail, l'aide à la formation en rajoutant 400 € par mois aux gens qui bénéficient aujourd'hui du RSA et qui accepteraient de se former sur des jobs où on cherche du monde. C'est pas mal. Oui, ça c'est intéressant effectivement d'encourager. Donc vous approuvez? Oui, sauf que si on reprend les chiffres de la formation cette année, si on reprend le budget, il y a la moitié du budget formation de la région qui n'a pas été dépensé cette année. Donc aujourd'hui, la région ne fait pas ce qu'il faut pour permettre à un maximum de personnes. Oui, c'est ça. Enfin, ce critère-là est intéressant. C'est vrai qu'il faut encourager les gens à se former dans les métiers où il y a de la demande. Sauf qu'il faut encourager de façon générale les gens à se former. Et quand on voit que le budget formation, pour lequel en plus Laurent Wauquiez a eu des aides de l'État, est très loin d'être entièrement utilisé, on se pose des questions, alors qu'avant, il était utilisé. Avant, les gens pouvaient se former beaucoup plus facilement. On est un peu à la bourre, hein. Donc je vais laisser tomber la photo de la semaine, je le dis pour mes camarades de régie, mais je vais quand même vous reposer une dernière question. Vous étiez cette semaine au colloque sur les abeilles, sur les apiculteurs. Vous avez rencontré Ségolène Royal. Est-ce que vous avez négocié ou obtenu quelque chose? Alors, c'était ce matin, même le congrès. Alors, on enregistre cette émission. Là, à l'heure où on se parle, c'était cette semaine. C'était vendredi matin, effectivement. Ouais. C'est le congrès national des apiculteurs français. Et effectivement, Ségolène Royal était là, mais elle est passée en coup de vent. Et j'avoue que je n'ai pas eu le temps de discuter avec elle. Donc, je n'ai pas eu le temps de négocier quoi que ce soit. Est-ce qu'un mot à faire passer sur le combat des apiculteurs? C'est un combat que les écologistes soutiennent depuis le début, je pense, puisqu'effectivement, les problèmes des abeilles sont fortement liés aux problèmes environnementaux, puisqu'aujourd'hui, c'est beaucoup à cause des produits chimiques, notamment les pesticides et les herbicides qu'on retrouve, qui sont de plus en plus utilisés dans le milieu rural, dans les champs, que les abeilles ont de plus en plus de mal à vivre et à polliniser. C'est aussi lié à l'aménagement qu'on a fait du territoire, puisqu'on a supprimé les haies. Enfin, la perte de biodiversité à laquelle les écologistes s'attaquent, elle est intrinsèquement liée au problème des abeilles. Donc, on est très sensible à ce problème-là. Bon, ça valait le coup de faire passer le message. On va enchaîner avec la tradition dans cette émission, c'est-à-dire les questions d'actualité politique nationale, en compagnie cette semaine de Jean-Yves Vif qui nous rejoint. Asseyez-vous, Jean-Yves, vous connaissez la formule, vous avez 5 minutes, c'est à vous. Bonjour Nicolas Bonnet. Première question, Cécile Duflot a été éliminée de la primaire. Pourquoi? C'est la sanction de la participation au gouvernement? Il y a de fortes chances que ça ait joué. Après, à titre personnel, j'estime qu'elle ne méritait pas cette sanction. Mais l'image, le désamour qu'il y a aujourd'hui pour l'action du gouvernement depuis 5 ans fait que même si Cécile Duflot, il n'y a participé que 2 ans jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle n'arrivait pas à faire vraiment tout ce qu'elle voulait. Elle n'y a participé qu'il y a 2 ans, mais n'empêche qu'on lui reproche encore aujourd'hui d'y avoir participé. Vous-même, 4 ans plus tard, vous regrettez cette participation en 2012 ? Non, je ne regrette pas parce que j'estime que pendant 2 ans, au ministère du Logement, qui était le sien, elle a fait du bon travail. Après... Mais il fallait partir, il fallait que Europe Écologie Les Verts parte. Oui. Au bout d'un moment, quand on se rend compte que l'ensemble de la politique menée par le gouvernement, dont on est censé être solidaire quand on en fait partie, ne va pas dans le sens que l'on souhaite, que les accords programmatiques qu'on avait signés avec le Parti socialiste en 2011 sont grandement non respectés, effectivement, on en tire les conclusions et on arrête de participer à l'exécutif. Oui. Alors, s'agissant de la primaire, dans quelques jours, donc le choix entre Michel Rivasi et Yannick Jadot, votre position, vous-même,
Vous soutenez lequel? À titre personnel, je n'ai pas voté blanc, j'ai bien voté pour un des deux candidats, mais je ne souhaite pas... pour moi, les deux candidats sont de qualité. Il y a des personnes dans le parti qui s'engagent auprès de l'un ou auprès de l'autre. Moi, à titre personnel, j'ai décidé de ne pas m'engager. Le soutien de Cécile mais- Duflot mais- s'engage Mais pour, n'est-ce pas une question pour Michel Rivasi, de hein, je transparence? N'est-ce pas une question de transparence dans la vie politique? Vous êtes le leader régional, vous êtes, vous connaissez, vous avez des responsabilités nationales. Et on l'a vu dans le débat cette semaine, il y a deux programmes, deux visions différentes. Pourquoi ne pas affirmer, même s'il y a beaucoup de points communs, pourquoi ne pas affirmer une préférence en expliquant pourquoi? Alors, je ne suis plus leader régional, je suis en fait l'animateur du parti au niveau national puisque je suis président du Conseil fédéral. Donc justement, j'ai tout intérêt à avoir un certain rôle, une certaine forme de neutralité. Pour moi, il n'y a pas de programme. Le programme, ça sera le programme des écologistes. Après, il y a deux personnalités différentes, Michel Rivasi et Yannick Jadot. Je les estime tous les deux, même si j'ai eu une petite préférence et j'ai fait un vote, mais je ne souhaite pas en faire part aujourd'hui. Je pense que... À ce jour, s'agissant de l'élection présidentielle, à ce jour, ne redoutez-vous pas un faible score compte tenu du contexte politique? Si, on le redoute, effectivement, ça peut être à craindre, mais en même temps, tant que la campagne n'est pas commencée, c'est difficile de commencer à être pessimiste. Moi, je préfère être optimiste. On a un programme qui me paraît plus que pertinent pour le pays. Donc, il n'y a pas de raison qu'on parte pessimiste. On va essayer de le défendre au mieux, de l'expliquer au mieux. On est déjà en train de finir de le construire avec tous ceux que ça intéresse, puisqu'on a un site participatif pour l'élaborer. Donc aujourd'hui, je ne suis pas pessimiste. Non. Des présidentielles aux législatives, il y aura quelques semaines. Quelle est votre position sur les législatives? On a entendu cette semaine qu'entre Rivasi et Jadot, ce n'était pas tout à fait le même point de vue. Souhaitez-vous des candidats écologistes dans toutes les circonscriptions? Oui. Et d'ailleurs, il ne me semble pas que ce soit une différence entre les deux candidats, puisque c'est ce qu'on a acté. Et si, on va chercher à avoir des candidats écologistes dans chaque circonscription. Donc, par exemple, en Auvergne, oui, on retrouvera un candidat écologiste dans chacune des circonscriptions. Oui. Oui, écologiste, enfin au sens adhérent d'Europe Écologie Les Verts, Bien ou sûr. soutenu par Europe Écologie Les Verts. Si c'est une personnalité, par exemple, intéressante de la société civile, qui porte les mêmes valeurs que nous. Sans rentrer dans les détails du programme, il se basera sur quel label ce soutien? Il faudra que le candidat s'engage, s'il n'est pas dans votre formation, sur quel grand principe? C'est compliqué. Il faudra qu'il respecte déjà la charte, il faudra qu'il s'engage sur la charte des Verts mondiaux, sur les valeurs qu'on a dans notre petit manifeste, qui était à l'origine de la formation d'Europe Écologie Les Verts. Et après, les grands engagements, ça va être bien sûr la lutte contre le changement climatique, ça va être la réduction des pollutions, aussi bien dans l'air que sur les sols. Enfin, c'est les valeurs des écologistes, simplement. Alors, avec vos amis avec lesquels vous travaillez sur des projets dans les municipalités, les socialistes notamment, ça ne va pas très bien au plan national. François Hollande est au plus bas dans les sondages. Quel regard, quelle analyse? Vous allez me dire que ça ne vous regarde pas, mais François Hollande, il va aller au présidentiel, il faut qu'il y aille. Quel est le recours? En cas de second tour, vous souhaitez quand même qu'il y ait un candidat en mesure de faire face à la droite? Personnellement, je ne sais pas si François Hollande doit y aller ou pas. Effectivement, ce n'est pas notre problème, c'est le problème du Parti socialiste. On a souhaité ne pas participer à la primaire des gauches et des écologistes, et comme ça qu'elle s'appelait au début, parce que c'était une primaire qui se focalisait sur les personnes et non pas sur les idées. Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'être autonomes dans cette présidentielle. Après, savoir si François Hollande doit y aller ou pas, non, mais je ne sais pas, si Manuel Valls, si Ségolène Royal était candidat, est-ce que l'un ou l'autre aurait vos préférences? Ségolène Royal, on l'évoquait tout à l'heure, avec des thèses que parfois, dont vous reconnaissez le bien fondé? Ségolène Royal défend beaucoup plus l'environnement, effectivement, et l'écologie au sens large, que Manuel Valls, par exemple, puisqu'on voit qu'ils se sont... Oui, mais quand même, elle a une sensibilité beaucoup plus poussée, parce que même à son ministère, elle pourrait très bien ne pas prendre les engagements qu'elle prend vis-à-vis de la réduction des pesticides, vis-à-vis de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Bon, il y a beaucoup de choses qu'elle fait qu'elle ne serait pas obligée de faire. Après, on verra les débats qu'il y aura. Je pense qu'on aura tout le temps de se prononcer pendant la campagne. En revenant à votre formation, on a vu la baisse des militants, la baisse du nombre d'adhérents. Qu'en sera-t-il de l'après 2017 ? Vaste sujet. Pour l'instant, c'est compliqué Derrière ma question, est-ce que vous plaidez pour une recomposition, pour la mise en place d'une autre formation ? Une autre formation. S'il y a des opportunités, en tout cas, d'union plus large avec d'autres forces écologistes, pourquoi pas ? Pourquoi pas justement se refonder ? Pour l'instant, on a déjà une réflexion sur comment améliorer nos pratiques, nos fonctionnements. C'est ce qu'on a appelé la refondation. Et on va s'y atteler dès maintenant, mais encore plus après les élections de 2017, puisqu'on aura
une année 2018 sans aucune élection. Mais après, j'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera. Allez, dernière question, Jean-Yves. On voit bien qu'avec certaines formations, parti de gauche, front de gauche, quand vous êtes dans les municipalités ensemble, vous vous retrouvez sur plusieurs thèmes. Est-ce que c'est la base pour porter, au-delà de plus loin qu'une formation commune, pour porter des projets communs ? C'est une base possible. On voit qu'on se retrouve par exemple avec le parti de gauche à Grenoble notamment. Mais dans d'autres municipalités, on se retrouve aussi avec le Parti socialiste, d'autres fois avec le Parti communiste, d'autres fois avec plusieurs de ses composantes. C'est difficile de faire des généralités sur les municipales, puisque ça dépend beaucoup déjà des personnes qu'on va retrouver dans les municipalités, dans ces différentes formations, et du programme qu'on va élaborer ensemble. C'est beaucoup ce qui vous intéresse, les municipalités, la démocratie de proximité, là où on active des projets de la vie quotidienne. Oui, ça nous intéresse beaucoup, mais pas exclusivement, parce que les municipalités sont aussi soumises aux lois, par exemple, et c'est vrai que les lois se votent à l'Assemblée. Les programmes de financement se votent aussi au niveau de l'Assemblée. Donc les financements qu'on peut avoir dans les municipalités dépendent aussi de ce qui se fait à l'Assemblée. Donc les différentes collectivités sont liées, ça dépend aussi des schémas qui sont élaborés au niveau régional. Donc ça nous intéresse, mais pas que. Merci beaucoup Jean-Yves, qui est le rappel rédacteur en chef à La Montagne. Avant de finir, c'est une habitude dans cette émission, la chronique, l'archive de la semaine, on vous l'a vraiment consacré. Maxime Van Oudendijk s'est dit que ce serait bien de revenir sur cette histoire de pollution de l'air à Clermont-Ferrand. Vous allez voir que c'est un sujet qu'on traite, alors à La Montagne aussi, depuis longtemps, sous toutes les formes, et notamment sur FR3 à l'époque, regardez. Un fléau méconnu, la pollution de l'air. Les images que vous voyez à l'écran sont assez édifiantes pour que nous n'ayons pas à insister sur l'importance du problème. Fumée d'usines, des immeubles, gaz nocifs des tuyaux d'échappement. Le rond noir représente les fumées contenues dans 2 mètres cubes d'air. Combien respirons-nous d'air dans la journée ? 12 à 14 mètres cubes, soit 6 à 7 fois plus. Et vous comprenez combien les fumées intéressent nos poumons. Les polluants de l'atmosphère peuvent entraîner des manifestations allergiques des voies respiratoires. On peut même se demander si, dans certains cas, elle n'est pas responsable de la fréquence actuelle des cancers bronchopulmonaires. Dans certaines régions industrielles de Grande-Bretagne, elle est la cause de 16% des arrêts de travail, de 15% des mises en invalidité définitives. Mais, fort heureusement, en France et en particulier dans notre région, nous n'en sommes pas là. L'agglomération clermontoise classée parmi les villes françaises à l'atmosphère la moins polluée, une ville qui en l'espace de 10 ans a même réduit de 50% son degré de pollution, malgré l'industrie qui trône au milieu de la cité. L'air est ici plus respirable qu'ailleurs. En bref, l'alerte à la pollution de l'air lancée hier est toujours maintenue. Elle concerne l'Allier, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Le seuil d'alerte de 80 microgrammes par mètre cube en moyenne sur 24 heures a été franchi hier dans l'Allier et le Puy-de-Dôme. Peut-être vous précipiterez-vous vers ces paradis de campagne que, fort heureusement, nous sauvegardons encore en Auvergne. Voilà, c'est un combat qui est de longue haleine. Ça vous fait rêver une ville sans voiture? Si vous étiez maire de Clermont, il n'y aurait plus de voitures à Clermont? C'est compliqué d'arriver vraiment au zéro voiture. C'est le seul moyen pour qu'il n'y ait plus de pollution, a priori, qu'il n'y ait plus de voitures. Non, mais l'important, c'est de réduire le nombre de voitures pour réduire la pollution. C'est pas d'arriver à zéro voiture. C'est d'avoir des voitures plus propres et d'avoir moins de voitures, de laisser plus de place à tout ce qui est transport en commun et mobilité douce, c'est-à-dire le vélo, la marche à pied, le roller aussi éventuellement. Il y a énormément de façons de circuler en ville et on voit bien que toutes les grandes métropoles aujourd'hui ont pris ce chemin-là. Alors, question cruciale avant qu'on se quitte. Jean-Yves ne vous l'a pas posée, donc je vais le faire. On a parlé des législatives à venir. Est-ce que vous, on voit votre parcours, vous êtes de plus en plus présent, vous êtes présent à Paris au niveau national, même dans le parti. Est-ce que vous serez candidat aux législatives, quelque part, par exemple, à Clermont-Ferrand? Potentiellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai candidaté en interne du mouvement Europe Écologie Les Verts pour le représenter sur les législatives, sur la circonscription de Clermont-Ferrand. Donc on verra, on va désigner les candidats en décembre. Candidature, c'est ça? C'est ça. Vous savez sur quelle circonscription? A priori, celle du centre-ville, oui. Donc la une. Oui. C'est ça. C'est ça la une. Bon, c'est une information. Avant de se quitter, on va rappeler que la primaire des Verts, je crois que c'est le 7 novembre, c'est ça l'échéance, le 6 novembre? Oui, ça on débrouillera le 7 novembre. Et c'est 5 € quand on veut voter? Oui, alors il me semble qu'il fallait s'inscrire avant le premier tour, je crois. Donc c'est trop tard. Ceux qui ne doivent pas oublier de revoter pour le second tour. Nous, c'était 5 € pour les deux tours, c'est pas 2 € par tour comme à la droite. 5 € pour les deux tours pour ceux qui s'étaient déjà inscrits. Voilà. Donc, et résultat, donc, a priori, le lundi 7 novembre. Voilà, on ça comme ça et on saura qui sera le candidat des Verts à la présidentielle. Merci pour votre participation. Merci bon courage pour votre élection. Merci à Jean-Yves. La semaine prochaine, dans cette émission, l'invité sera Corinne Morel-Darleux avec Marie Morin. Et puis, dans un instant, Francis Letellier. Deuxième partie de Dimanche en politique, ce sera
avec Bruno Le Maire. Merci encore de votre fidélité. Dans un instant, ce sera l'heure du flash d'actualité. Bon dimanche et n'oubliez pas, vous pouvez revoir cette émission à tout moment sur france3.fr. Bon dimanche.